Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, débutée le 1er novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a pris part. L'actualité, c'est aussi la proposition de la loi cadre sur le droit à l'alimentation au Niger, portée par le député national Ibrahim Yakoubou. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la circulation des gros porteurs dans la ville de Niamey, surtout pendant les heures de pointe. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El Hadji Mohamed Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Hadji Mohamed Souleymane, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 5 novembre 2021 par la COP 26. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a pris part aux travaux de celle-ci débutés le 1er novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, où les intervenants ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers climatiques qui guettent l'humanité. Dans son intervention, le président de la République, Bazoum Mohamed, a plaidé pour la levée d'un fonds spécial de réforestation des pays menacés par l'avancée du désert. Comment comprendre les discours du président nigérien Abachari Arimi? Dans son discours d'ouverture du sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde les dirigeants du monde. Un échec de cette conférence sur le climat déboucherait sur une colère et une impatience incontrôlables. Quel message le Premier ministre britannique a-t-il voulu faire passer? Écoutez, ça veut dire tout simplement, à mon avis, et vraiment c'était ma compréhension depuis le début, que ça va désarticuler le monde entier. Aujourd'hui, les pays occidentaux, quand on prend les pays européens, nous parlent de migration. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les migrants qui n'aiment pas voir, qui n'aiment pas entendre, n'est-ce pas, sont beaucoup, partent pour des raisons de changement climatique. Parce qu'il pleut moins par endroit, ou il pleut trop, de façon à ne pas pouvoir exploiter les terres. Il fait extrêmement chaud sur certains cieux. Ça va désarticuler toutes les activités socio-économiques de par le monde entier. Malheureusement, nous-mêmes qui ne sommes pas en réalité responsables de ce qui arrive, parce que c'est l'effet des gaz de serre, les industries, tout ce qui arrive aujourd'hui. Nous autres des pays du tiers-monde, particulièrement nous Africains, nous n'avons pas grand-chose à avoir là-dedans. Mais le climat n'a pas de frontières. Donc, tout le monde peut être victime. Et les plus vulnérables, c'est nous. Et donc, malheureusement, l'être humain est ce qu'il est. Il y aura des tentatives d'adaptation. Vous avez dit les plus vulnérables, c'est nous. Pourquoi nous sommes vulnérables? Nous sommes vulnérables parce que nous n'avons pas de possibilité d'adaptation rapide. Les moyens. Nous n'avons pas les moyens de nous adapter le plus rapidement possible. Encore, certains peuvent utiliser leur air conditionné. D'autres, ils peuvent faire l'agriculture sous vraiment des microclimats qu'ils vont créer. Toutes choses que nous n'avons pas. Et malheureusement, nos terres, on sait déjà ce qu'elles sont devenues. Elles sont relativement pauvres. Et même les activités, même se déplacer. Parce que quand on dit que la température du monde va augmenter de 2 degrés d'ici 2050, mais 2 degrés, c'est la moyenne. Ce qu'on vit déjà ces 10 dernières années chez nous, nous ne l'avons jamais connu.
Nous sommes relativement jeunes, mais ce que nous vivons actuellement derrière, nous ne l'avons jamais connu. Donc un changement en si peu de temps. Et voilà que on ne peut pas sortir en avril. En avril, tu ne peux même pas dormir dehors sans climatisation, sans ventilateur. Tu ne peux pas te déplacer. Les mouvements sont limités. Il n'est pas possible de jeûner pour beaucoup de gens. Ainsi de suite. Oui, Abadjari Arimi, est-ce qu'on peut faire le lien entre le changement climatique et l'insécurité au Sahel? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ça va désarticuler le monde entier. Ça va créer de toutes choses auxquelles on ne s'attend même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, si on voit l'insécurité, c'est parce que beaucoup s'estiment sont dans les besoins. Et les États n'ont pas ou les moyens ou la volonté en tout cas de réagir et histoire de pouvoir les contenir. L'agriculture ne donne plus, l'élevage ne donne plus et c'est l'écrasante majorité de notre population. Or, l'être humain, de nature, ce n'est pas de nature à se laisser faire. Les gens vont réagir. Et c'est quoi la réaction? C'est de se mettre en groupe pour défendre sa cause. Moi, j'ai vu des études qui disent que ce que nous vivons aujourd'hui, nos frères qui sont sur les fronts, pour l'essentiel, l'écrasante majorité, l'étude parle de 90% de ces jeunes-là, ils ne vont pas pour des raisons religieuses. Ils vont parce que l'agriculture n'est plus possible, les terres ne sont plus exploitables, parce que leur économie ne marche plus, l'élevage ne marche plus. Les gens se cherchent et tous les moyens sont bons. Le ventre qui a faim déserte le chemin de la mosquée, comme on dit. Et donc, jusqu'à tuer pour manger, les gens sont capables de le faire. Et chacun fait avec les moyens qui sont à sa disposition. Ousseini Sajibo, la menace que représente le changement climatique est-elle préoccupante pour tout le monde? Attends, je ne sais pas ce que tu entends par préoccupante pour tout le monde. C'est carrément le monde entier qui se réunit. Moi, j'ai assisté. Mais il y a des pays qui sont plus exposés ou bien des continents qui sont plus exposés que d'autres. Je viens de dire quelque chose de très pertinent, c'est que ce n'est pas nous qui polluons. Les gens qui polluent, c'est les pays industrialisés. J'ai eu l'occasion d'assister à cette rencontre, COP17, 2017 plutôt, et je vois un peu le niveau de débat. Parce qu'on demande aux pays industrialisés de réduire un certain nombre de choses. Nous allons comme figurants, d'abord. Nous, nos pays-là, on n'est que des figurants. Les gens ne nous écoutent même pas. Quand c'est un chef d'État africain qui intervient là, il n'y a personne. Quand c'est le Japon qui vient, là, alors tout le monde est là, les grands médias sont là. Quand c'est les États-Unis, tout le monde est là, les grands médias sont là. Quand c'est la France, un peu partout. Mais quand c'est nos chefs d'État là, alors, pourquoi selon vous ce manque d'intérêt et de considération mais parce que tout simplement, ils considèrent que c'est une affaire économique d'abord. Ils ne peuvent pas réduire. Ils ne veulent pas réduire. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas réduire parce que c'est économique. Alors, à partir du moment où c'est économique, où il y a une lutte acharnée pour être en pole position sur le plan économique mondial, les gens ne vont pas accepter de réduire les usines de centrales et autres. Ils vont continuer parce que pour eux, ils viennent, ils font le dilatoire. Hein. Ils font le dilatoire. Pratiquement, moi j'ai assisté au moins 2 fois à ce genre de réunion, à ce forum-là. Mais je me dis, c'est nous qui subissons. C'est nous autres qui subissons. Parce que, bon, c'est eux qui émettent les gaz et tout à travers... Comment expliquer ce paradoxe-là? Expliquer ce paradoxe, je viens de dire que c'est économique. Le capital, eux, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où on va dire qu'il y a une récession économique. Tout le temps, ils sont en train de créer les conditions et à chaque fois qu'ils créent ces conditions pour pouvoir être en avant, à chaque fois, il y a ce phénomène-là, ça prend de l'ampleur. Les usines de charbon et tout, et ils ont parlé de ça. Les gens vont faire leur discours et puis c'est fini. On attend encore, je ne sais plus, la fréquence, c'est tous les 2 ans, ou je ne sais plus exactement, ou tous les 2 ans ou 3 ans. Voilà. Mais à l'époque, c'était tous les 2 ans. Mais
c'est un constat que j'ai eu à faire personnellement. Je me dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on voit en villégiature là-bas. Parce que eux, quand ils arrivent, les délégations, quand vous voyez même les délégations et tout, nous allons faire le bruit, on veut les fonds là. Bon, ils promettent. Ils promettent de donner, mais ils ne donnent jamais. Ou bien ceux qui vont donner, c'est insignifiant par rapport à nos besoins. Parce que nous sommes directement impactés. Tout à l'heure, Rémi vient de dire, l'agriculture est impactée, l'élevage est impacté, l'environnement de manière globale est impacté. Mais face à cette situation, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, mais que faire? C'est une affaire mondiale. Nous, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On est obligé, on cherche même le petit montant là qu'on demande. Même ça là, il refuse de donner. On peut faire quoi? On veut qu'on donne cet argent-là pour qu'on trouve des mécanismes d'adaptation par rapport aux problèmes que ça nous crée dans nos pays. Mais même ça, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas donner à l'instant. Ils promettent, hein, mais à l'instant, ils ne peuvent pas donner. Ce que nous devons, comme avait dit, ce à quoi nous nous attendons pour pouvoir au moins s'impulser un peu, mettre en place des mécanismes qui puissent nous permettre de nous adapter convenablement. Et mettre en place des petits projets à travers les organismes des Nations Unies là, qui sont financés. Ils font ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'adaptation au changement climatique. C'est tout. On peut faire quoi? Alhaji Mohamed Souleymane, comme Hussein vient de l'effleurer, le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit le pourcentage le plus faible de toutes les régions du monde. Et pourtant, son développement socio-économique est menacé par la crise climatique. Quelles sont les priorités de l'Afrique? C'est justement pourquoi le chef d'État africain, leur discours, c'est dire que nous ne sommes pas les pollueurs, nous sommes des victimes. Raison pour laquelle ils ont plaidé effectivement à ce que les autres, les pollueurs, payent la facture. Mais c'est ça même la logique. Donc ça, la logique, malheureusement, le monde... C'est lui qui pollue paye. Très malheureusement, justement, comme l'a dit Hussein Issa, elles sont réticents à assumer. Et quand vous regardez un peu la contradiction, cette année, la Chine et la Russie ne sont pas venus. Donc vous voyez, c'est vrai, le fait que les États-Unis sont revenus donc dans la dynamique, c'est intéressant. Mais tout simplement, je constate que c'est l'effet de l'homme, et l'homme malheureusement souvent a tendance, tant qu'il est puissant, à se comporter en conquistador face à la nature. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, les puissants, à l'exploiter comme ils le veulent, sans tenir compte justement du bien commun, à savoir qu'on peut perturber justement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et ceux qui sont irresponsables et ceux qui sont responsables, on est là en train de se lamenter pour voir comment véritablement régler les choses. Et ici chez nous, par exemple, comme vous l'avez dit, le président de la République a parlé des phénomènes que nous vivons déjà en dehors de cela, la déforestation, en tout cas la désertification. C'est déjà l'avancée du désert. C'est déjà des problèmes que nous vivons, donc qui viennent être encore aggravés par justement le phénomène de changement climatique. Donc tout cela, vous voyez, avec la fragilité, ou en tout cas la vulnérabilité en tout cas, qui est la nôtre, véritablement, on se rend compte que ça nous complique la situation. Donc l'un de l'autre, effectivement, il faut beaucoup d'imagination pour non seulement prendre en charge, chercher à relever les défis qui nous assaillent. Tu as parlé d'insécurité. Il y a la sécheresse, absolument la sécheresse, la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Alimentaires, effectivement, comme corollaire, justement, on va parler justement de l'alimentation. Lorsqu'effectivement, nous n'arrivons pas à nous s'autosuffire du point de vue alimentaire, vous voyez, tout cela conjugué fait que véritablement il y a de quoi vraiment tenir compte de comment on doit gérer ce monde-là. C'est un bien commun. Donc lorsque véritablement, comme l'a dit un philosophe, on se permet justement de faire n'importe quoi, lorsqu'on pense qu'il est plus important d'investir dans des recherches
je veux dire que regarder ailleurs que de s'occuper effectivement de l'être humain, s'il mange ou pas, alors que les moyens techniques, je veux dire que technologiques le permettent. Donc vous voyez là, il y a une absence, une perte en tout cas du sens de la finalité humaine. Parce que tout simplement, en réalité, on fait de l'homme comme une chose, on ne fait pas de l'homme comme une fin. Et vous voyez véritablement, cela perturbe justement l'humanité. Parce que tout simplement ici, on pense qu'il y a une partie de l'humanité qui est une quantité négligeable. Oui, Alhaji Mohamed Souleymane, comment amener les décideurs de ce monde et autres grands pollueurs à s'engager véritablement à respecter leurs engagements? Bon, ce qui a été fait, vous voyez, depuis le sommet de Paris, on a programmé effectivement que les 100 milliards de dollars, je crois, donc doivent être effectivement donc réunis. Mais on se rend compte à l'évidence que ce n'est pas gagné d'avance. Les gens et les autres, en tout cas, sont en train de spéculer, alors qu'il s'agit tout simplement d'agir pour aller vite. Donc, vraiment, ce n'est pas pour demain. Il va falloir tout simplement dire que ne pas compter sur les autres. Chaque pays, d'abord, doit faire la politique de ses moyens, d'abord chercher à agir. Absolument, c'est là la vérité. Oui, juste un mot, rapidement. Juste un mot. En fait, la complexité de cette situation, c'est que, oui, même si on nous donne les 100 milliards de dollars et qu'on mette exactement en œuvre les projets que nous avons décidés, on ne réduirait les risques que de 4% parce qu'on ne contribue que de 4% à la situation. Ce qui fait que, heureusement, ils ne peuvent pas ne pas réagir, ils ne peuvent pas ne pas prendre des mesures. D'habitude, les Occidentaux, c'est comme l'a dit Ousseini, les pays riches, ils ne nous écoutent pas, ils nous prennent à la légère. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, s'ils font, c'est bien. S'ils ne font pas, on périt ensemble là. Passons à présent, passons rapidement. Par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. C'est-à-dire que bon, avant qu'ils commencent à se ressentir, ils commencent à ressentir déjà, parce qu'il y a des coups de chaleur où les gens meurent en masse. Ils vivent ça. Ils vivent ça de temps en temps quand il y a la chaleur, 33-45 degrés là. Ils ne peuvent pas résister, ils meurent en grand nombre. Ça, ils savent de quoi il s'agit. Voilà, passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. La proposition de loi cadre sur le droit à l'alimentation au Niger est portée par le député national Ibrahim Yacoubou. Elle a été transmise au gouvernement pour avis. Un travail est mené aussi par les organisations de la société civile nigérienne et tout particulièrement par Alternative Espace Citoyen. Il s'agit là de faire voter un cadre législatif adéquat pour l'exercice et la jouissance d'un droit humain fondamental consacré par la Constitution nigérienne. Cette loi va permettre de déterminer les éléments constitutifs du droit à l'alimentation ainsi que les principales obligations de l'État et des autres personnes morales de droit public et privé. Elle définit également les principales orientations en matière de réalisation du droit à l'alimentation et les mécanismes de protection de ce droit. Elhaj Mohamedou Souleymane, Ibrahim Yacouba disait « Je reste convaincu que c'est une part importante de notre humanité et de notre dignité que de garantir à chaque Nigérien le droit de se nourrir sainement et suffisamment. » Comment cerner la pertinence et les orientations de cette loi, Alhaji Mohamed Souleymane? Vous savez, Ibrahim Yacouba, c'est un altermondialiste comme Alternative Espace Citoyen. Effectivement, on comprend aisément, de par leur culture d'altermondialiste, effectivement, c'est un combat, le droit à l'alimentation. Vous voyez, ça suppose tout simplement la régularité, la permanence et aussi, je veux dire, la qualité en fait, et la quantité, donc la disponibilité de la nourriture. Donc, de ce point de vue, même lorsque les gens sont dans des situations de catastrophe ou bien sont en prison, il est tenu justement, l'État doit les garantir.
Et donc, vous voyez, ce n'est pas seulement une question tout simplement de... dans notre contexte, effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement avoir la nourriture, mais vraiment l'avoir quelles que soient les circonstances. Moi, je comprends véritablement, ici chez nous, la question se pose vraiment avec acuité. J'ai vu justement le président de la République a reçu, en tout cas, le groupe donc, de la société civile, les paysans absolument. C'est tout simplement que ça nous fait, c'est motivant de voir que véritablement, lorsque les problèmes sont portés de façon concertée, parce que c'est un problème réel, puisque nous, en termes, vous voyez, nos pays, chaque fois, a des menaces, en tout cas, de crise alimentaire particulière. Chaque année, chez nous, il y a, certes, malgré les efforts de l'État, pendant les périodes de soudure, ce n'est pas une question tout simplement, c'est ce que tu vas trouver pour manger. Donc, en réalité, le droit à l'alimentation est violé par conséquent, parce que tout simplement, à une période de l'année, les populations peuvent se trouver vraiment privées de la nourriture. Donc, selon vous, c'est un droit constitutionnel qu'il faut garantir à tous citoyens. Au niveau mondial, il y a un pacte international effectivement qui consacre cela. Je crois que plus de 190 pays ont adhéré à cela. Donc, en réalité, c'est aujourd'hui des notions des droits de l'homme, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une situation, et malheureusement, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais plus d'1 milliard, en tout cas, n'a pas la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Tout simplement du fait de la gestion injuste. Parce que tout simplement, on se rend compte à l'évidence qu'il y a suffisamment de ressources disponibles, suffisantes pour tout le monde, mais tout simplement par une gestion inéquitable, injuste, des citoyens, donc des humains, des êtres humains sont privés de la nourriture, et cela n'est pas normal d'un point de vue du droit de l'homme. Bref, je pense que c'est une initiative en tout cas encouragée. Donc, on voudrait voir qu'effectivement, ce qui est rare, il faut saluer par ailleurs que, au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, on a rarement justement des propositions de loi. Qu'un député, effectivement, arrive à le faire dans un domaine vraiment très sensible, je pense qu'on ne peut que le féliciter. Hussein Issa Jibo, quelle analyse et quel commentaire vous suscite cette loi? Mokhtar, le matin, tu manges. La journée, tu manges. Le soir, tu manges. À 16h, il y a, comment on appelle ça, le goûter. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a besoin de dire, il n'y a pas que l'être humain. Toutes les créatures que Dieu a créées ont besoin d'alimentation. Alors, à partir du moment où il y a une initiative dans ce sens, normalement, ça ne devait même pas se poser. Mais proposition de loi sur le droit à l'alimentation, c'est déjà inscrit dans la Constitution. C'est inscrit également dans, comment on appelle, les Nations Unies, là, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un droit humain fondamental, la nourriture, la santé, l'école, l'éducation, si c'est possible. Mais du point de vue, le droit à la vie, concernant l'alimentation, quand vous ne mangez pas, vous allez mourir. Vous pouvez, parce qu'on peut considérer que dans un espace géographique donné, il y a des gens... Non, c'est un droit humain fondamental. Et moi, je pense que c'est une initiative louable. Alain Souleymane vient de le dire. C'est que c'est la première fois, il faut que les députés prennent cette initiative-là, de formuler des propositions de loi. Ne pas attendre que ce soit seulement le gouvernement. Maintenant, le tout n'est pas de faire la proposition de loi, de l'introduire, même quand cette loi devient un projet qui va être soumis à l'Assemblée nationale. Moi, je dis quelque part, c'est qu'il faut que ça soit concrétisé. Et il faut que... On ne dit pas que même en Occident, il y a des problèmes, certainement, de ce point de vue. Mais il faut qu'on crée les conditions pour une juste équité, en tout cas, par rapport à la redistribution des richesses.
Parce que le plus souvent, c'est ça qui manque. Pendant que quelqu'un lit les aliments qu'il a préparés ce soir-là, on va mettre dans la poubelle. Parce qu'on n'a pas pu manger poulet, pintade, machin, tout ça. On verse. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui cherche des boules de mil, de pâtes de mil, pour pouvoir manger, il n'a pas. Parce que tout simplement, il y a une mauvaise répartition des richesses. Il faut mettre fin à ça. Il faut concrétiser. Parce que le taux n'est pas, en tout cas, de proposer des lois. Non, pas de proposer. C'est une bonne chose de proposer des lois. Mais qu'au niveau, en fin de compte, que ça se traduise dans les faits, qu'on fasse l'effort. Ça va mettre peut-être du temps, mais qu'on fasse l'effort. Cette année, la campagne agricole s'annonce mauvaise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui seront obligés de quitter leur terroir pour aller chercher à manger. Ils ne peuvent pas rester parce que s'il n'y a pas à manger, ils vont quitter. Forcément, ils vont quitter. Abakari Arimi, l'État est tenu de mettre en place les mécanismes appropriés pour garantir l'accessibilité des aliments en tenant compte des pouvoirs d'achat des ménages à faible revenu en milieu urbain comme en milieu rural et de protéger les personnes vulnérables contre les pratiques des autres acteurs alimentaires. Cela est-il réellement possible au Niger? Écoutez, moi je pense qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça fait partie, à mon avis, de nos préoccupations essentielles. Mon professeur Alpha Gado disait que avant les crises alimentaires étaient conjoncturelles. C'est devenu quasi structurel aujourd'hui. Autrement dit, c'est notre vécu quotidien. Cette année déjà, OCHA a alerté que dans le nord Tillabéri, nous sommes à 600 000 personnes dans le besoin. Et comme Hussein l'a dit, dans le pays, nous n'avons pas encore le point de la situation des récoltes, mais c'est sûr que ça n'a pas été intéressant cette année. Et donc, comme d'habitude, nous serons à hauteur de 2 millions, dont au moins 500 000 ou 1 million d'enfants qui seront dans les besoins vraiment cruciaux. Et ce qui fait que moi, je pense que toute chose, on doit avoir la pertinence pour nous. À côté de nous, nos pays voisins n'ont pas ce problème-là. Les pays côtiers n'ont pas de problème d'alimentation. Si tel est le cas chez nous, on doit prendre ça à bras le corps et orienter nos dépenses, orienter nos politiques dans ce sens-là. Parce que c'est un besoin fondamental, un besoin vital. Tant que tu ne le satisfais pas, c'est comme l'école aussi. Tant que tu ne le satisfais pas, tes problèmes ne seront pas résolus. Comment peux-tu développer un pays où les gens ont des problèmes pour manger? Donc c'est essentiel. Ce n'est pas pour rien au Niger, on dit non, il a l'intestin fragile. On sait ce que c'est que la faim. Et c'est ainsi qu'on essaie de comprendre ce qui se comporte même politiquement n'importe comment. Et bien, vraiment, s'il faut plus de moyens, s'il faut 2 fois plus de moyens, je pense que l'État du Niger doit faire l'effort pour que ça soit banal. Parce que c'est élémentaire et c'est essentiel malheureusement. L'alimentation, l'eau fait partie de l'alimentation, mais de quoi manger? Autour de nous, dans les pays maghrébins, ces choses sont subventionnées. En Libye, j'ai une fois rencontré un ressortissant de Tawa. À 22h, on revenait de la ville. Il parlait à Oussa. Je me suis arrêté pour causer avec lui. Il dit que le sac de 20 et 25 kilos de riz de qualité lui revient à 2500 francs CFA parce que c'est subventionné par l'État. Oui, bien sûr, du temps de Kadhafi. À Alger, avec 500 francs, parce que j'ai fait le point. On est allé dans un restaurant, on a mangé. J'ai fait le point à CFA. En CFA, à 500 francs, tu as ton plat plus ta bouteille d'eau. Il faut bien que ça arrive chez nous. Ce n'est pas de la charité que tu vas faire à quelqu'un. Vous êtes élu au nom de cette population-là. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Des enfants aujourd'hui, les cas de malnutrition aiguë dans notre pays posent problème. Parfois, nous n'avons pas. Parfois, nous avons des habitudes alimentaires dépassées.
C'est vraiment une attention particulière, à mon avis, qu'il faut accorder à cet aspect de notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est possible. Ensemble, c'est possible. Et ça, cette proposition de député, l'honorable Ibrahim Yacouba, c'est une très bonne chose. C'est un processus que Alternative et les membres du consortium pour le droit à l'alimentation ont poursuivi, ont entrepris depuis 2012, qui est sur le point d'aboutir. J'espère vraiment que ça sera adopté. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la circulation des gros porteurs dans la ville de Niamey. Il est très fréquent de voir des longs files de véhicules gros porteurs, surtout à des heures de pointe, notamment sur l'axe aéroport-centre-ville, l'artère centrale qui traverse la ville d'est en ouest et les alentours de certains marchés, ce qui du coup crée des embouteillages limitant le plus souvent la mobilité urbaine. Ousseini Sajibo, comment expliquer ce désordre ambiant occasionné par la circulation des véhicules gros porteurs de la ville de Niamey, surtout pendant les heures de pointe? Mais tu as bien parlé des désordres. Oui, mais comment l'expliquer? Dans une capitale, on doit quand même mettre de l'ordre. Non, mais c'est un désordre délibérément voulu. Ah. Voulu. Parce qu'à un temps, il y a des points de stationnement qui ont été construits, des points qui ont été construits sur la route de l'aéroport, sur la route de l'autre côté aussi, sur la route de Torodi aussi, à Rwanda. N'est-ce pas? Ou quand les camions arrivent, c'est là-bas que les camions stationnent. Maintenant, les marchandises, les commerçants doivent faire l'effort d'aller trouver des mécanismes. En tout cas, en journée, jusqu'à une certaine heure de la nuit. Maintenant, quand c'est du gros matériel, c'est la nuit, quand la circulation est carrément la circulation est fluide, c'est à ce moment que les camions, quand c'est des conteneurs, par exemple, qu'il faut débarquer, c'est à ce moment qu'ils peuvent rentrer. Mais malheureusement, quand on prend ce genre d'initiative, et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Un temps, ça a tenu. On garait les camions à l'entrée de Niamey, sur la route de Dosso, à l'entrée de Niamey, mais également vers la... Voilà. C'est la route de Torodi. N'est-ce pas? Mais alors, pourquoi il n'y a pas eu de suivi par rapport à l'application stricte de cette mesure? Au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des commerçants qui ont protesté et tout, on a laissé faire et le phénomène a repris. Où il y a 4, 5, 6, 7, 10 camions qui se suivent. En pleine journée. En pleine journée, souvent à la tombée de la nuit vers 19h, 20h. Ou bon, quand ils sont ensemble, tu ne peux pas slalomer entre des camions comme ça. Les gens sont obligés de s'arrêter. Sans compter la difficulté de circulation qu'il y a aujourd'hui sur cet axe-là. N'est-ce pas? Maintenant, comment faire? Il faut appliquer, comment on appelle ça? Les décisions de la ville. La décision qui a été prise, il faut juste se réactiver. On a imposé aux gens le port de la ceinture de sécurité. Le port de casque. Le port de casque. Bon, d'accord, le port de casque encore, il y a un certain relâchement. Voilà. Mais pourquoi on ne peut pas imposer à ces camionneurs-là? On ne peut pas imposer aux camionneurs. Quand ils viennent, quand ils rentrent, il faut rester là-bas. Maintenant, si c'est la nuit, si tu dois attendre jusqu'à la tombée, jusqu'au-delà de minuit, 1h du matin, tu rentres en ville, les dispositions sont prises pour que les marchandises soient débarquées, là où tu dois les débarquer. Mais rentrer en pleine journée, tout ça, ou en tombée de nuit, moi je pense qu'il suffit simplement de réactiver la disposition qui a été prise et créer les conditions pour que ça soit respecté. Alhaji Mohamed Suleiman, la circulation des gros porteurs est interdite dans la ville de Niamey, à Niamey de 7h du matin à minuit à partir depuis le 1er avril 2019, une décision de l'ancien président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mokhtar Mahmoudou. Cependant, étaient exclus du champ d'application de cette mesure les camions de chantier, ceux des forces de défense et de sécurité et ceux transportant les produits sanitaires. Comment expliquer le non-respect de cette décision aujourd'hui à Niamey?
Le non-respect, comme l'a dit Hussein, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lois, mais lorsqu'on ne veille pas à leur application, à les mettre en œuvre. Mais la loi est déjà en vigueur. Pourquoi? Mais justement, il y a des autorités justement pour les mettre en œuvre, pour les faire respecter. Mais la police de la circulation routière est là pour garantir la fluidité routière. Très malheureusement, on se rend compte à l'évidence qu'effectivement, on voit des gros porteurs justement circuler à des heures indues. Comment Ils ne sont pas sanctionnés. Tout simplement, cela veut dire parce qu'il y a une défaillance de ce point de vue. Et entre-temps aussi, les Nigériens sont, en tout cas, en termes de possession de véhicules, on se rend compte que le parc, en tout cas, s'est élargi. Donc, beaucoup de gens ont donc des véhicules. Moi, je me souviens quand j'avais quitté ce pays 5 ans à mon retour, j'ai effectivement fait le constat que la circulation est très intense parce que tout simplement, il y a beaucoup donc facilité d'accès aux véhicules. Donc tout cela en réalité, on doit gérer. Vous voyez aussi l'autre élément, avec aussi les infractions qui ont été faites à Niamey, dans certains quartiers, en tout cas par endroit, c'est encore plus compliqué. Il te faut attendre vraiment des minutes pour vraiment le risque d'être en retard. Si tu dois aller à un rendez-vous à 8h ou bien à 28h, il faut tu risques juste, il faut être absolument à moins 30, moins 1 heure. Absolument, sinon le retard est garanti. Donc tout simplement, moi je pense que trêve de polémique, que ce soit dans ce domaine ou bien à un autre domaine, lorsqu'on n'applique pas la loi, effectivement, ça s'installe l'anarchie et le désordre. Et ça, effectivement, on constate à Niamey par rapport à ce sujet justement de gros porteurs. Abakari Arimi, comment davantage organiser et garantir la fluidité, la fluidité de la mobilité urbaine dans la ville de Niamey face à la croissance rapide du parc automobile? Aladji Mohamedou l'a rappelé tout de suite. Oui, une des choses, c'est d'abord les usagers nous-mêmes. N'est-ce pas? Il n'est pas rare de voir sur un rond-point, être doublé par la droite par quelqu'un qui va virer à gauche, n'est-ce pas, qui peut venir vous doubler par la droite et virer à gauche. Vous parlez de la responsabilité des automobilistes. Oui, ça, et des automobilistes, mais ceux qui sont en moto aussi. Eux aussi, ils sont dans cette situation-là. Or, et la patience. On nous a toujours enseigner la patience. Mais la patience manque à tout un chacun. Quand vous voyez que vous pouvez bloquer la situation, même si vous êtes prioritaire, c'est de permettre à l'autre de passer. Vous pouvez perdre moins de temps, en tout cas faire perdre moins de temps à tout le monde. Et ça nous manque. Et donc, maintenant, cette histoire de camion, mais vraiment, c'est les autorités. Il faut arrêter. Il n'y a pas ce que les citoyens n'ont pas dit. Certains disent que non, c'est la corruption, non, les véhicules, les camions leur appartiennent. Non, ailleurs, quand tu vas à Cotonou, tu n'as pas le même problème. Ou tu viens parfois autour du grand marché, tu es obligé de faire demi-tour ou perdre 30 minutes sur place. Alors que c'est tout ça, on peut éviter. Il y a des activités qu'il faut faire la nuit. Quand il faut d'abord balayer la route, c'est normalement des activités à faire la nuit. Mais aussi les camions, où ils déchargent en dehors de la ville. En ce moment, ils créent du boulot pour les petits porteurs, c'est-à-dire les Dogombaro et autres qui peuvent rapidement pénétrer dans la ville, ou vraiment attendre tard, à partir de 23h, ils peuvent... On dort tôt. Au Niger, nous on dort tôt, en tout cas on est à la maison tôt. Donc ils peuvent rentrer à partir de 23h, minuit, ils rentrent, ils déchargent au petit matin, avant que les gens ne commencent à aller au boulot, ils sont hors de la ville. Il y a les charretiers aussi qui se suivent en file indienne sur les principales artères de la capitale. Y compris sur le pont. Y compris sur le pont. Et malheureusement, ça aussi, c'est nos parents qui sont dans la périphérie, qui parfois amènent de la paille, des feuilles de haricots qui viennent. Il faut les sensibiliser, à mon avis. J'ai vu ces derniers temps, ils ont parfois le feu, les triangles luminescents là. Mais au-delà de ça, je crois qu'on doit leur indiquer les chemins qu'ils peuvent suivre parce que quand ils n'ont pas d'éclairage, l'accident est vite arrivé. Et ça, ce n'est dans l'intérêt de personne. Tu vas voir un âne blessé par-ci, quelqu'un qu'on a amené à l'hôpital déjà. C'est des choses à éviter. L'accident
perd du temps à tout le monde. Tu vas voir un jeune qui marche il te coupe la priorité, il marche, il dit non, s'il me cogne, il va voir. Il va voir quoi? Toi qui es déjà blessé, peut-être devenu infirme pour toute ta vie. C'est ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de patience, de bon sens et les autorités doivent agir à mon avis. Alaji Mamadou Souleymane, dans la ville de Niamey, beaucoup de routes deviennent de plus en plus impraticables et périlleuses du fait de leur dégradation en continu. Et comment améliorer davantage? Comment améliorer? C'est le moyen qu'il faut mettre. C'est pas le colmatage qu'on constate qui fait beaucoup de poussière en même temps. C'est vraiment des moyens, absolument. Des moyens, tout simplement, en réalité, c'est la capitale. On a voulu qu'elle soit belle. Il faut aller jusqu'au bout, justement. C'est aussi l'état de route. Donc, selon vous, Niamey-Niala doit continuer à travailler? Mais absolument, Niamey-Niala, je pense que Dogari doit faire mieux que Mokhtar Mahmoud. Absolument, parce que tout simplement, ça va se constater. Donc, je constate que, franchement, la question des routes, certes, ça demande beaucoup de moyens, à commencer par la zone numéro 1. Aujourd'hui, quand en tout cas, on dit que toutes les choses ont commencé, en tout cas, on est en train de régler la question. Mais quand vous suivez, d'abord, j'ai constaté que c'était ça la priorité. La route jusqu'à Arlit, vous voyez, quand vous suivez, vraiment, franchement, d'un point de vue économique, c'était d'abord cela, tu vois. Mais bon, on va vous dire d'un point de vue aussi l'impact économique, c'est que 1 kilomètre de goudron, c'est que ça va vous coûter. Donc vous voyez, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est vraiment des moyens qu'il faut mettre et les moyens. Nous parlons de priorité, quand on parle de trucs alimentaires, vous voyez, lorsque cette année on dit qu'on ne sait pas comment faire manger les Nigériens, vous voyez, donc en réalité, il y a des priorités aussi avant d'autres priorités. Absolument. Vous avez quelque chose rapidement? Non, c'est pour dire que malheureusement, on est dans une situation où tout est priorité. Mais il faut vraiment avoir les vraies priorités. En matière de routes, par exemple, en Niamey, quand on prend les routes essentielles, c'est les routes secondaires. N'est-ce pas? Oui, les grandes artères, on a mis de l'électricité, on a mis des... Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes de circulation? C'est parce que dans les quartiers, il n'y a pas de route. Tu peux faire 500 mètres, 1 kilomètre pour rejoindre la bonne route et prendre. Par exemple, ici même pour venir ici à Kalangou, n'est-ce pas? À Kwarakano, la route, comme on dit, de chez Moutari Moussa, du goudron pour venir ici, c'est un problème. Or, c'est une grande route essentielle aussi. Et donc, au moins, la latérite, il faut que ça soit bien praticable. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, El Hadji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant, et Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique régisson assurée par Mustafa Ayouba et à la réalisation Seini Isaka. Merci, au revoir.